Bien le bonjour, donc nous sommes le dimanche, dimanche 17 peut-être, je sais plus la date. En tout cas, nous sommes le dimanche et ça chauffe, ça chauffe. On va laisser passer la voiture. Petite promenade après une journée entre amis, bienvenue. Bon, ils sont venus se fournir en shit. Je vois qu'il y a un aller-retour là, un peu suspect depuis toute la journée. Et pas sympathique du tout, dit pas bonjour. Okay. Rien que de voir la gueule des mecs, ça se voit que. Voilà. Bref, de toute façon, ça reste un trafic normal. On s'en prend toujours à celui qui fait des petites infractions, mais là vous avez un mec peut-être dans le coin qui vend du shit, et ça pose pas de problème à la police, à la gendarmerie, au maire, tout ça, qui va s'énerver sur des détails, mais on s'attaque jamais, vous savez bien, on ne s'attaque pas au vrai problème, et c'est ça notre problème. Alors aujourd'hui, oui, ça m'a fait du bien d'avoir quelques amis à la maison, parce que ça m'a détendu du stress que j'ai eu durant cette dernière semaine. Et voilà, c'est normal. La vie continue, c'est ce qu'on dit, la vie continue jusqu'au jour où vous déclinez, vous périclitez, et puis vous sentez que c'est la fin. C'est comme ça que ça marche dans cette dimension. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne, et on a beau réfléchir, beau chercher, beau se poser la question, on suit tous le même parcours, avec les mêmes ennuis, plus ou moins, et avec le même destin. C'est très étonnant, mais c'est comme ça. On n'arrive pas à briser ce cycle qui est un peu ce cycle pervers de la vie qui vous conduit vers un horizon maussade, quoi. C'est ça. C'est ce qu'on appelle vieillir, c'est ce qu'on appelle devenir grabataire, c'est ce qu'on appelle mourir. C'est jamais très agréable ce passage. On ne peut pas dire que ce que nous offre la vie soit très sympathique. Donc il faudrait peut-être un jour chercher réellement quelle en est la signification et quelle en est la cause de tout ça, de cette perversité, enfin ce côté étrange et pervers de la vie qui vous offre oui, la vie comme un cadeau et qui vous la retire d'une manière un peu machiavélique, progressivement. C'est toujours pour moi un mystère, et évidemment j'ai pas de réponse. Et les religions ne m'ont pas apporté de réponse, je dois le dire. Enfin, quand je dis la mienne en tout cas, la religion catholique. Mais, vous voyez, aujourd'hui j'ai vu passer ça très vite. Il paraît que le président de l'Iran est mort, je crois que c'est ça, qu'il a eu un accident. Je viens de voir passer très vite l'information, donc vous m'excuserez si je fais une erreur. Mais si c'est le cas, fatalement, c'est encore l'indice d'une déstabilisation dans le monde. Il y a eu quand même le Premier ministre slovaque, on dit Premier ministre ou Président, je ne sais plus. En tous les cas, personnage important qui a subi une tentative d'assassinat, dans quelqu'un qui était pro-Poutine. Et là, vous avez un autre pro-Poutine qui est mort, l'Iran. Ça commence à faire beaucoup. C'est des opérations certainement qui sont voulues, mais ça va mettre le feu aux poudres. C'est très dangereux tout ça, très très dangereux. On sent une déstabilisation. Et puis, je ne vous parle pas de notre pays, où tout est en train de partir en couille. J'ai mis des points de suspension pour que vous deviniez ce que je voulais dire. Ouais, excusez-moi ce langage un peu châtié, mais il faut quand même appeler les choses par leur nom. Oui, le pays part en couille totale. Il ne maîtrise plus rien. La Nouvelle-Calédonie, vous voyez bien ce qui se passe. Bon, c'est pire que ce qu'on imagine. C'est pire que ce que disent les médias, comme toujours. En France, ça tue à tout va, ça flingue à tout va, ça poignarde à tout va. C'est la pénurie de médicaments. Voilà, c'est le début de la fin du pays, où on est en train de sombrer, et on a
au gouvernement des amateurs, des flambeurs, des amateurs, des cocaïnomanes, c'est ce qu'on nous dit, je crois. Et puis tout cela va nous plonger dans un désastre sanglant, comme ça va être le cas certainement en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire des gens vont mourir bêtement, des gens bien, souvent, qui font leur métier, qui remplissent leurs tâches, puis voilà. Puis les criminels sont comme la mouche, là. La mouche à merde est en train de s'enfuir. On le rattrapera jamais. Déjà en Algérie, déjà planqué, déjà. Voilà. On sait tout ça d'avance, que les malfrats, les malfaiteurs sont eux protégés, mais on tue nous. On tue les victimes, on tue les innocents. On a passé là où l'avortement, bah oui, c'était bien. L'avortement, Conseil constitutionnel, c'était une priorité de tuer des enfants. Et puis ensuite, on tue des vieux, hein, avec l'euthanasie. Donc on tue les innocents. Et puis les malfaiteurs, les pédophiles, les violeurs, les criminels, il faut surtout respecter leur vie et surtout être très vigilant à ce qu'il n'y ait pas une réciprocité dans notre défense. Voilà, un monde de fous, quoi, un monde de tarés. Et le pays, le résultat, c'est que tout part en couille. Alors, oui, c'est un triste constat. Il n'est pas d'aujourd'hui, hein. Moi, c'est pas la première fois. Peut-être que ça me vaudra encore une censure, je ne sais pas, parce que dire les choses semble aujourd'hui même très délicat. Je vois des chaînes disparaître, Ragnarok, il y a un Corse qui a perdu sa chaîne, je vois que ça cartonne pas mal chez YouTube. Je me dis, ça va être mon tour, ça va être mon tour. Ou alors on fait plus que des vidéos d'écureuils, et là on risque rien. Mais si on aborde les sujets sensibles, ouf, ça. Puis j'ai vu que YouTube, avant, il y allait progressivement avec une censure d'une chaîne, enfin une censure d'une vidéo, puis vous avez 3 semaines, enfin vous avez 15 jours, où vous ne pouvez pas republier, et puis vous voyez, il y a des avertissements comme ça progressifs jusqu'à la terminaison, jusqu'à la suppression de la chaîne. Mais là, ils suppriment direct, sans avertir, sans explication, rien. Donc on voit que ça censure direct, il n'y a plus ces avertissements qui faisaient que on y allait, on sentait le coup venir progressivement. Là, c'est d'un seul coup, d'un jour ou l'autre, votre chaîne elle est morte. Et si vous avez 2 chaînes, ils peuvent mourir aussi. Bon, on sait que ça fait partie du jeu. Qu'est-ce que vous voulez? On n'y peut rien. Hein, c'est comme ça. Ils ont plus que ça comme arme, la censure. La censure de ceux qui osent dire encore les choses, de ceux qui osent dénoncer, ceux qui osent mettre un point sur les points sur les i et qui osent dire ce qu'est la réalité, de décrire simplement le réel. Et ça plaît pas. Il faut surtout masquer la réalité le plus possible pour que les gens ne soient pas conscients de ce qui nous arrive. Voilà ce qui est en train de se produire. Alors, on verra bien, hein, c'est pas à l'abri d'un jour que ma chaîne soit supprimée. Hein, ça va certainement me tomber dessus, j'ai peur que ça me tombe dessus parce que on voit bien que les taux se resserrent et la liberté d'expression va être de plus en plus amenuisée. Parce qu'il ne faut pas dire la vérité. Les gens continuent à vivre, beaucoup continuent à vivre dans leur petite bulle illusoire, que tout va bien, que la Calédonie c'est loin, tout ça. Ils n'ont pas compris. La pénurie de médicaments, ça touche toutes les pharmacies actuellement. Ils sont en train de manifester pour ça. J'ai signé une pétition à ma pharmacie pour ça. Ça nous touche. Mais tout le monde n'est pas encore conscient que ça va perdurer, que ça va être pire demain. Bon, eh bien... Et ce qui est terrible, c'est que ce qui se passe en Calédonie est tout à fait, est presque le symbole des prémices, le prémisse ou les symboles de ce qui peut, je dis bien ce qui peut, je n'en suis pas sûr, mais de ce qui peut tout au moins arriver dans certaines zones de France, pas partout, mais dans certaines zones, ça peut arriver. Et si ça arrive, je ne vous dis pas le désastre. Alors là, les gens, ils vont peut-être commencer à comprendre le jour où ce sera devant leur porte, qu'on aura brûlé leur voiture, qu'on aura pénétré dans leur maison, qu'on aura tout brûlé, qu'on aura violé femmes, enfants et tout. Et peut-être que là, peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils commenceront à réaliser que leur président, il les a un petit peu trompés, vous voyez. C'est peut-être là qu'ils vont avoir un petit peu, ah bah mince alors, ah bah finalement, c'était ça Macron, c'était ça son régime,
Ah ben mince alors, on n'avait pas cru. On croyait que les méchants c'était les Russes. Ah ben ils vont dire que c'est la faute des Russes, il n'y a plus de médicaments. S'il y a ce qui se passe en Calédonie, c'est les Russes, bien entendu. Je dis pas qu'ils sont pas inactifs. Évidemment, ils ont tout intérêt à foutre le bordel chez nous. C'est une manière de... Mais nous, on l'a fait en Ukraine, nous, l'OTAN et tout. Donc nous, on peut foutre le bordel dans les autres pays, faire des révolutions oranges, pilotées par la CIA, c'est ce et faire un coup d'État comme on a fait en Ukraine, et mettre un guignol au pouvoir. Nous, on a le droit. Nous, occidentaux, la CIA, les États-Unis, on a le droit d'intervenir dans les pays. Mais les autres, ils n'ont pas le droit. Ben non, les Chinois, ils n'ont pas le droit de s'ingérer dans notre pays. Les Russes, ils n'ont pas le droit. Ben, ils font la même chose. Ils utilisent nos armes. Donc ils intègrent, effectivement, ils exploitent, ils s'ingèrent, ils instrumentalisent, ils s'ingèrent dans notre... Et ils font de l'ingérence quand il y a possibilité pour déstabiliser notre pays, parce qu'on est en guerre contre eux. Il faut comprendre qu'il y a une réciprocité, vous voyez. Quand vous tirez sur une personne, ah bah lui, il est méchant, il tire aussi sur moi. Vous commencez à tirer sur lui, puis l'autre il vous répond par un tir. Ah bah c'est pas juste, moi je suis occidental, moi je suis le bon, le camp du bien, pourquoi tu tires sur moi? Moi j'ai le droit de tirer sur toi, mais toi t'as pas le droit de tirer sur moi. Vous croyez que cette chanson elle va durer longtemps? Vous croyez que ça va durer perpétuellement cette chanson-là? Vous croyez qu'on va continuer à imposer notre fameux camp du bien avec notre wokisme, avec nos drag queens, avec nos transgenres et tout ça? Vous croyez qu'on va continuer ce cirque dans une masse totalement inerte, un pays inerte, des moutons inertes, un peuple inerte, un groupe inerte? Ça va continuer combien de temps? Voilà, alors évidemment, pour les gendarmes, c'est une autre affaire la Calédonie. C'est vrai qu'ils n'ont pas en face d'eux, comme les Gilets jaunes, des gens de 70 ans handicapés pour leur taper dessus. C'est vrai que c'était un peu plus facile de mobiliser les forces de police contre des handicapés de 70 ans, voire de 80 ans qu'on matraquait comme ça, joyeusement, parce que c'était des méchants gilets jaunes. Là, il fallait les matraquer, tout ça. Là, en face, c'est plus les mêmes. Et je pense que demain, les gendarmes, les policiers, les RS, tous ceux qui ont pris un petit peu leur pied à matraquer du gilet jaune, qui avait travaillé toute sa vie et qui manifestait pour défendre son pouvoir d'achat et même restaurer une forme d'équité dans la société, tous ces gens-là, évidemment, quand vous aviez un gilet jaune sous la main, c'était facile de vous défouler. Là, on va voir en Nouvelle-Calédonie si c'est la même chose. On va voir que ce qu'en face, c'est plus des 70 ans, c'est plus des handicapés, c'est des gens armés que vous avez en face de vous. Et là, c'est plus la même chose. Là, vous faites moins les guignols, vous faites moins les malins. Permettez-moi de le dire aussi ça, parce que il faut quand même pas passer ça sous silence, parce que c'est bien facile de dire ouais, les portes de police, les victimes et tout ça. Oui, mais attendez, les gilets jaunes, quand moi j'ai été manifesté, on nous a alignés devant une vitrine avec des FAMAS, avec des pistolets mitrailleurs, comme si on était des terroristes. Alors on était tous dans la 50, 60, 70 ans, on était avec notre petit sac à dos, nos petits gilets jaunes, ils nous ont mis comme ça en ligne, ils nous ont fouillés comme si on était des terroristes. Moi, j'étais choqué quand j'ai vu ça. Puis on voyait les touristes chinois passer, on leur disait, vous voyez, c'est ça notre République, c'est ça. Alors ceux qui n'ont pas vécu les gilets jaunes, ceux qui n'ont pas eu en face d'eux ces forces de police, ils peuvent pas la ramener, parce que moi je les ai vus agir, et je peux vous dire qu'ils ont mal agi vis-à-vis de nous. Ils auraient dû nous rejoindre au lieu de nous matraquer, de nous crever des yeux et de nous amputer. Aujourd'hui, tous les gilets jaunes ne pleurent pas sur les gendarmes, les forces de police qui ont agi comme ça. Bien entendu, aujourd'hui, ils ont en face d'eux des gens armés. Et là, c'est plus la même histoire. On voit bien que là, ils sont en panique, en mode panique, qui défendent leur famille, qui défendent leur caserne, parce que c'est pas la même histoire quand vous avez des gens armés en face de nous, jeunes et vigoureux. Donc là aussi, vous savez, il n'y a pas de mystère dans la société. La société, pourquoi elle se décompose? Parce qu'il y a eu beaucoup de maladresse de la part du pouvoir politique, de la part d'une population inerte, lâche, qui n'est pas venue soutenir les gilets jaunes, les aider, les accompagner et défendre même leurs propres. Tous ceux que j'ai vus rester chez eux dans leur canapé, qui n'ont pas bougé leur cul, ils vont voir demain ce que ça va être une société qu'on a laissé déraper comme ça, sans réagir, sans Macron a été encore élu, mais c'est quoi cette histoire? Donc
vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, c'est l'addition qu'on paye, c'est l'addition de tout ça. Les flics, les gendarmes, les policiers, les forces de l'ordre, ils payent aussi l'addition. Quand je vois que dernièrement, j'ai un ami, alors il a été chopé avec une oreillette parce qu'il parlait à quelqu'un en conduisant. Oh là 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 là, c'est la catastrophe. Moi, quand j'étais à la Brinks, que je travaillais à la Brinks pour des histoires de sécurité, on était en voiture banalisée, on avait en permanence l'oreillette pour des questions de sécurité. On se situait, à l'époque, il n'y avait pas d'autres moyens que de communiquer, donc on avait tous cette oreillette. Et c'était permis, bien entendu, par la police, puisque c'était une histoire de sécurité. La Brinks avait les autorisations de la préfecture, tout, pour qu'on puisse, et je vous assure que le fait de se balayer avec une oreillette, ça n'a aucune incidence sur le comportement routier. La preuve, c'est que le temps où j'étais à la Brinks, il n'y a jamais eu d'accident. Des gars qui roulaient en voiture banalisée. Pourquoi? Parce qu'on est attentif, on a les mains libres, on a juste simplement on a simplement une conversation avec des gens sur la sécurité, sur ce qu'on va faire, où on se déplace, etc. C'était pour des questions de sécurité. Il y en a plein qui font ça. Donc le particulier qui roule avec son oreillette, là, on est tombé dessus. Il a été les flics. Alors le gars s'est défendu en disant qu'il aurait mieux fallu aller s'occuper de ceux qui vendaient de la drogue près du lycée où il était. Le fait d'avoir dit ça, ça a été relevé scrupuleusement par le gendarme qui, quand cet ami s'est relevé devant le procureur, lui a dit « Oh là là, là vous avez failli faire un outrage à l'agent » parce qu'il avait tout noté scrupuleusement. Il avait pris le temps de tout noter, cet imbécile, et il s'est pris 150 € d'amende, il a eu de la chance déjà, et puis il a eu quand même une remise on l'a remis à sa place parce que il avait failli outrager parce qu'il avait simplement signalé qu'il y avait peut-être des priorités avant d'attaquer l'oreillette. Le mec qui conduit avec son oreillette, il a peut-être des priorités concernant le trafic de drogue dans sa ville. Mais ça, on n'y touche pas, il continue le trafic de drogue. Mais le mec qui a l'oreillette et qui parle à son volant, chose que font énormément de gens avec les mains libres et les kits mains libres et tout ça, de toute façon, ce qui est ridicule du point de vue du code de la route, mais peu importe. C'est même pas ça la question. Mais la bêtise, c'est que vous avez des gens qui vendent de la drogue, qui polluent, qui sont en train d'empoisonner des jeunes à la sortie des lycées, on ne fait rien. Et vous avez toujours ces policiers scrupuleusement qui s'attaquent toujours à des petits citoyens sans défense parce que là, ils prennent leurs pieds, ils ont du pouvoir. Alors vous avez effectivement encore du pouvoir sur le simple conducteur, sur le petit citoyen qui remplit toutes les cases mais qui a peut-être oublié une coche un jour. Là, vous avez encore du pouvoir dessus. Profitez-en parce que ça ne va pas continuer comme ça ne va pas durer comme ça. Un jour, vous aurez en face de vous d'autres délinquants, des vrais délinquants armés. Et là, vous allez voir, ça va être une autre affaire. On verra si vous avez le temps le soir d'écrire dans vos procédures tout en détail le dialogue que vous avez eu avec le contrevenant qui s'est peut-être un peu échauffé. Hein, on verra. Voilà un peu ce que je voulais dire aussi, parce qu'il faut remettre les pendules à l'heure, malgré tout, et arrêter de dire « je soutiens la police », comme je vois Pascal Praud, « je soutiens la police, la police, la police ». La police, il y a de tout à la police. Il y a des bons, il y a des méchants, il y a des cons. Parce que j'y suis allé, j'ai travaillé 5 ans, donc j'en sais quelque chose. Je les ai approchés de près. Donc vous avez des types super bien, qui ont exactement mon état d'esprit. Avec cela, je m'entendais super bien. Ils le savent, ils sont conscients de ce que je dis. Ils voient qu'ils ont des collègues à la con. J'ai vu beaucoup de policiers faire des dépressions à cause d'une hiérarchie à la con. J'ai vu beaucoup de policiers, rentrer là sans aucune vocation, rentrer parce qu'ils étaient incapables d'avoir un taf ailleurs et qui se faisaient 2000, 2005 par mois après 5 ans de carrière avec les primes et tout. Donc j'ai vu de tout, si vous voulez. Et puis je vous parle pas des nouvelles recrues. Alors là, c'est la cata totale, les nouvelles recrues. Je les ai vues parce qu'ils étaient dans notre bâtiment, la préfecture de police de Paris. J'ai envoyé, il y en a même un qui a volé la nourriture au flunch, qui voulait pas payer. Bon, lui, je pense qu'il a été exclu, mais quand même. Il y en a un qui avait un problème de casier judiciaire. Il a été quand même admis. Enfin, peu importe. De toute façon, c'est pour vous dire que là, on est dans un bins total. Le pays n'a plus aucun moyen de bien sélectionner ses candidats, de bien les former non plus. Et puis vous avez une justice d'extrême gauche qui, elle, pratique l'impunité pour les voyous, les violeurs, les violeurs, pardon. Les voleurs, les criminels, tout ça. Par contre, le type qui a une oreillette ou qui roule à 85 à l'heure, comme je vous ai dit, dans son kangou, lui, on le cartonne. Il faut le cartonner parce que c'est le petit citoyen qu'il faut cartonner. C'est le petit français bien gentil, vous savez, qui veut scrupuleusement
comme je vous dis, cocher toutes les cases du bon citoyen. Celui-là, il faut le matraquer du matin jusqu'au soir. Il faut qu'il aille bosser, il faut qu'il aille se taper des transports, il faut qu'il aille passer 3 heures de bouchon en voiture pour aller à son taf. Lui, il faut qu'il bosse, il faut qu'il paye, il faut qu'il paye des impôts, du foncier, qu'il paye partout, qu'il ait droit aux cunettes. Oui, celui-là, il faut le matraquer, l'épuiser. Mais l'autre, les autres peuvent rien glander, ils ont des HLM gratos, ils ont des RSA et ils ont le droit à la sécu, tout ça gratos. On les soigne pour rien, ils sont prioritaires dans les hôpitaux et vous avez qu'à la fermer. Et si vous relevez un petit peu, on vous sac votre chaîne ou on vous sac, ou le procureur va vous faire la leçon. On en est là aujourd'hui pour vous dire, le pays, oui, le pays, il part totalement en couille. Ce pays, il est foutu. Et on va bientôt voir une forme de tsunami dévastateur qui va éradiquer tout ce qui tient encore à moitié debout. Vous allez avoir l'éducation nationale qui va partir en couille. Vous allez avoir la justice qui va partir totalement en couille. Vous avez les prisons qui sont des vrais passoires où tout part en couille. Vous avez l'économie qui va s'effondrer, les entreprises qui vont fermer, les particuliers qui vont se retrouver toujours pareil à payer l'énergie de plus en plus cher, à payer des impôts qui servent à rien, qui partiront pour une Ukraine qui est elle-même à l'asphyxie. Vous allez avoir vos enfants qui vont peut-être être mobilisés un jour pour aller se battre en Ukraine, pour défendre Zelensky qui est un type archi corrompu. Vous allez en voir des vertes et des pas mûres et vous allez comprendre que vous êtes vraiment tombé dans un cadre, vous êtes tombé tellement bas que vous n'aurez même plus la force de relever la tête, de vous défendre et de manifester. Ça sera trop tard. Il fallait y penser avant. Il fallait aller avec les gilets jaunes. Il fallait se réveiller avant. Maintenant, c'est trop tard. Le tsunami arrive. Il est là, devant. Il arrive et je vous assure que vous serez chez vous, tremblant. Encore, les Calédoniens, observez bien ce qui se passe. Ils sont organisés. Ils organisent des milices. Ils s'organisent entre eux parce qu'ils se défendent entre eux. Ils ont de la solidarité encore, malgré tout, les Kanaks, pour se défendre contre des agressions qui sont effectivement l'objet peut-être d'ingérences étrangères. Mais vous allez voir que vous, dans votre égoïsme, dans votre attitude individualisme, dans votre petite bulle où vous croyez être à l'abri, eh bien vous serez vulnérable, beaucoup plus vulnérable de ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie. Pour tous ceux qui n'ont pas fait de réserve de nourriture, le jour où ça arrivera, en 2 jours, tout peut basculer. En 2 jours, vous allez faire des queues de 3 heures, 4 heures, 5 heures pour avoir un paquet de pâtes. Parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui n'ont même pas l'intelligence d'avoir des réserves alimentaires ou des réserves d'eau ou des réserves d'essence. Il n'y en a même pas qui ont cette intelligence-là d'être prêts le jour où. Parce que là, ça sera la catastrophe. Pénurie de médicaments, pénurie. Vos parents mourront dans les hôpitaux, dans les EHPAD et tout ça, car on laissera mourir les gens comme ça. Et vous verrez, ce sera certainement une dégradation tellement brutale que vous serez paniqué, sidéré psychologiquement, parce que personne n'est prêt psychologiquement à affronter cette situation-là. On le voit, ils ne dorment plus en Nouvelle-Calédonie. Vous avez vu en Nouvelle-Calédonie, ils ne peuvent plus dormir, ils peuvent plus. Vous verrez quand vous aurez passé 4 nuits, 5 nuits, 6 nuits, où autour de vous ça gicle, vous entendez des bruits, vous avez des menaces physiques, des gens qui menacent de rentrer chez vous. Et quand ils rentreront chez vous, que vous n'aurez même pas de quoi vous défendre, eh bien là aussi vous serez paniqué, vous serez terrorisé. Et là, il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus de police pour défendre, parce que en situation dégradée, une chose feront en priorité les gendarmes, les policiers, ils défendront leur famille. Une partie s'en iront, fuiront le pays, iront se réfugier à l'étranger dans des zones plus sûres ou des régions plus sûres. C'est ce qui va se passer dans un système totalement dégradé. Ne vous faites pas d'illusions. Tout ça est potentiellement réalisable. Je ne dis pas que ça va se réaliser, mais tout ça peut arriver. Tout cela peut se produire. Et là, on verra les fanfarons. On verra ceux qui nous ont pris pour des cons. On verra comment ils réagiront. Tous ceux qui ont
méprisé et qui ont vu ça de loin avec une forme de condescendance, les complotistes, vous savez, les fameux complotistes. Ben voilà, voilà ce qui arrive à tous ceux qui sont dans l'orgueil, qui sont fanfarons, qui ne voient rien venir et qui le jour où ça arrive se retrouvent comme les Juifs se sont retrouvés embarqués dans des wagons pour des camps de, soi-disant, de travail, alors que c'était des camps destinés à les supprimer. Alors ça aussi, qui a vu arriver? Ont-ils vu arriver? Non, ils n'ont pas vu arriver parce qu'ils espéraient, ils croyaient à ce qu'on leur disait. Ils n'arrivaient pas à envisager le pire pour eux. Et tous ceux qui étaient mal vus dans la communauté juive et qui prévenaient, qui essayaient d'alerter leurs confrères sont partis, bien entendu, bien plus loin aux États-Unis, se réfugier, à juste titre, pour échapper justement à cette terrible, évidemment, perspective de finir dans des camps de concentration. Donc, en effet, il faut avoir un peu d'instinct, sentir les choses, comme les animaux, avoir un sixième sens et sentir le danger venir. C'est comme ça qu'il faut réagir. Il faut qu'on se réapproprie l'instinct, vous savez, de la bête sauvage qui sent venir l'orage, qui sent venir le tsunami, qui sent venir le danger et qui se réfugie et qui s'enfuit ou qui au moins se protège le jour où le danger arrive. Mais pour cela, il faut développer notre sixième sens. Et je pense que beaucoup ont un sixième sens totalement anesthésié. Ils sont complètement ils sont totalement, comment dire, oui, ils sont anesthésiés, ils sont totalement, je cherche le mot, ça reviendra plus tard, mais pour vous dire, ils n'ont plus ce sixième sens développé. Donc, c'est ça qui compte aujourd'hui. Seuls ceux qui ont encore ce sixième sens pourront s'en sortir. Seuls ceux qui ont ce sixième sens pourront s'en sortir, parce qu'ils sentiront un peu avant les autres le danger arriver. Ceux qui n'ont rien prévu, ceux qui n'ont rien anticipé, ceux qui n'ont absolument pas conscience de ce qui se passe dans la société vont avoir un réveil, je vous dis pas, le réveil va être terrible, sanglant. Vous savez, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Et quoi qu'il en soit de cette opération-là, certains s'amusaient, certains étaient dans le divertissement. Ils n'ont pas vu arriver ça. Ils pensaient qu'on pouvait faire des rêves parties, tout ça, à côté des Palestiniens, tout ça. Ces jeunes n'ont pas anticipé, n'ont pas vu qu'il y avait un danger potentiel. Et ce danger potentiel, il s'est abattu sur eux. Et il y a eu effectivement des victimes. Il y a eu des otages. Il y a eu des choses qui sont passées, qui sont abominables, bien entendu. Et donc là, pourquoi? Parce qu'il fallait anticiper, parce qu'il fallait sentir, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans une situation où il y a un tel contraste. Vous avez un contraste, vous avez une frontière. Cette frontière, elle a été fragilisée. Pourquoi? Parce qu'il y avait un contraste entre la situation des Palestiniens et des Israéliens, où les jeunes, c'était des jeunes bourgeois, tout ça, qui faisaient la fête, qui se droguaient, tout ça, et qui ont fait une rêve partie. Évidemment, quand vous avez quand vous voyez dans quel état était Gaza à côté, vous avez un contraste très fort. Ce contraste-là, il faut s'en méfier. À chaque fois que vous avez des contrastes de cette nature-là, mais quelles que soient les situations, même d'un point de vue historique, quand vous avez un contraste, c'est que vous êtes proche de l'explosion. Donc il faut se méfier des contrastes. Il faut, si vous voulez, une homogénéité dans un pays pour que ça fonctionne bien, ou sur un territoire. Si vous avez des contrastes forts, que ce soit des contrastes sociologiques, des contrastes matériels, des contrastes ethniques, eh bien c'est le chaos qui se produit. C'est normal, c'est le système même du contraste. C'est pour ça qu'il faut militer, si vous voulez. Il aurait fallu militer pour qu'il y ait une homogénéité. Quand je parle d'homogénéité, ça veut dire un pays où les écarts de revenus ne sont pas très importants. C'est normal qu'il y ait des écarts de revenus, mais c'est légitime dans une société équilibrée et homogène qu'il n'y ait pas des contrastes comme aujourd'hui on voit, c'est-à-dire une forme des gens qui flambent avec l'argent, qui ont trop d'argent, et d'autres qui crèvent la dalle, des petits retraités qui crèvent la dalle, tout ça. Ça va pas, c'est des contrastes. Quand vous voyez aussi des contrastes religieux, des gens qui sont
dans des perspectives religieuses rétrogrades, fanatiques et tout ça, vous ne pouvez pas l'associer à une société, je dirais, moderne et développée. Que chacun vive dans une homogénéité, c'est normal, mais le mélange ne peut pas contenir quand vous avez des contrastes sur le plan religieux aussi forts. Pareil pour le sociétal, pareil pour le côté ethnique. Vous avez des pays où il y a une homogénéité ethnique. Et c'est vrai que quand vous avez une homogénéité ethnique, ça marche mieux qu'une société où vous avez trop de contrastes ethniques. Ça ne tient pas. Et donc là, vous avez une situation explosive concernant justement aussi ce problème de contraste entre ethnies. Il y a tout ça qui est important à comprendre. C'est un équilibre, c'est une histoire d'équilibre. C'est pas une histoire de racisme, c'est pas une histoire de justice, de non-justice. C'est une histoire d'équilibre, de trouver le juste équilibre d'une société. Pour que ça fonctionne, il doit y avoir une forme d'homogénéité. Je ne dis pas d'uniformité, d'homogénéité, ce qui est différent, ce qui est plus subtil à comprendre. Mais cette homogénéité, elle doit être partout, à tous les niveaux. Et c'est comme ça qu'une société tient. Sinon, vous allez vers le chaos. Le problème, c'est que cette analyse-là, nos ennemis, nos adversaires l'ont fait, ils le savent très bien. C'est que eux, sachant qu'une société homogène va être équilibrée, va tenir dans le temps, et même va avancer sur le plan, je dirais, spirituel, de l'éveil spirituel, eh bien, ces gens-là ne veulent pas que la société évolue. Ce qu'ils veulent, c'est créer un chaos. Et pour créer le chaos, ils ont infiltré dans notre société, dans nos sociétés, je dirais, ils ont infiltré des éléments qui ont accentué les contrastes, justement, en vue de créer ce chaos. Voilà un peu ma thèse et voilà un peu ce que je pense de la situation. Donc, voyez, je ne suis pas là à militer pour un parti politique, je ne suis pas là pour, si vous voulez, je ne suis pas là pour être dans un comportement réactionnaire même, je ne suis pas là pour défendre ce qu'était autrefois éventuellement la société, mais autrefois, il y avait une homogénéité et aujourd'hui, il ne s'agit pas de revenir à la société traditionnelle forcément dans laquelle on était, mais il s'agit de retrouver une forme d'homogénéité déjà, c'est la base, et d'équilibre. Ça, c'est ni de gauche ni de droite, c'est simplement de l'alchimie, c'est-à-dire c'est d'intégrer dans la société des éléments homogènes qui permettent de rééquilibrer une situation totalement déséquilibrée et chaotique. Voilà mon propos. Donc ça, c'est pour être clair en fin de course, en fin de vidéo, pour bien faire comprendre que je n'ai pas d'idéologie. Je ne milite pas pour qu'on revienne à une société catholique, traditionnelle. Je ne milite pas pour qu'on est dans une société communiste égalitaire. Je ne milite pour aucune idéologie ni aucune religion. Simplement, j'observe qu'on doit retrouver une forme d'équilibre et de sérénité pour sauver une situation qui malheureusement risque de péricliter. Malheureusement, c'est triste, mais si on ne fait pas les bons diagnostics, on ne peut pas trouver les bonnes recettes et les bonnes solutions. Et je pense que les bonnes recettes et les bonnes solutions reposent sur le diagnostic. Et le diagnostic, il doit être fait en dehors des codes qu'on a reçus de nos parents, peut-être, même de notre idéologie, de nos influences. On doit s'extraire de nos influences et presque analyser froidement la situation pour en tirer des conséquences positives pour les générations qui nous suivent. Parce que là, ça ne va pas du tout. Le monde qu'on est en train de livrer aux jeunes ne va pas du tout. On a une responsabilité vis-à-vis des jeunes. On a responsabilité, nous qui sommes les aînés, on a une responsabilité. Et notre responsabilité, c'est de réfléchir, de comprendre, d'analyser et de proposer des solutions pérennes pour ceux qui ne sont pas encore matures dans la vie, qui n'ont pas encore cette maturité que nous avons. Je pense que c'est logique ce que je dis, il me semble que ça tient la route quand même. Voilà. Bon, bah sur le coup, je vous souhaite une bonne soirée. Bon courage, on va observer l'actualité qui risque de bouger encore cette semaine. Ça ne fait que bouger, bouger, bouger. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à ceux qui bossent, toujours du courage. J'ai eu l'occasion de passer par Paris, c'est l'aurore. En plus, je suis passé à minuit et j'étais dans les embouteillages
sur le périph', voilà, c'est de la folie. Ils ont bloqué l'A86, ils ont bloqué des axes très importants. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout avec les Jeux Olympiques. Ils sont en train de tout bloquer et on peut plus circuler dans cette région-là, dans l'Île-de-France. Et comme moi, j'ai besoin d'aller à Rouen en voiture, ben, c'est la catastrophe. J'ai mis 4 heures, 5 heures, enfin c'est le bordel, quoi. Alors je plains ceux qui bossent. Je sais pas comment ils font pour s'en sortir. Je sais pas. Franchement, je me mets à leur place et je leur dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça doit être dur. Et je vois autant je suis peiné par ce qui m'arrive par rapport à mon père, autant j'apprécie malgré tout le côté de la liberté que j'ai de pouvoir rester dans la nature, de ne pas être obligé d'aller au taf demain comme je le faisais d'habitude, parce que aller au taf dans des conditions pareilles, ça devient, c'est à se pendre, quoi, c'est à se taper la tête contre le mur, tellement c'est dur et difficile. C'est vraiment on est vraiment dans une phase où les gens vont péter des câbles, c'est pas possible autrement, c'est trop dur en ce moment, trop dur. Je vous souhaite une bonne semaine, en tous les cas, tous ceux qui bossent, bon courage et je vous dis